Allez, on attaque. Bon, je vous souhaite la bienvenue pour ce webinaire sur le discours commercial. L'idée, c'est de travailler sur les bases du discours. On ne va pas rentrer dans tous les détails, mais au moins survoler l'essentiel. Le principe étant que vous ayez les règles et les bases pour pouvoir développer votre discours commercial. En 2 mots avant ça, je vais vous dire qui on est parce que moi, j'ai créé l'entreprise Bras droit des dirigeants il y a un peu plus de 4 ans maintenant. Et Alexis m'a rejoint il y a peu de temps pour faire exactement le même métier que moi à l'intérieur de l'agence. Notre métier, c'est de faire de l'accélération de performance commerciale. On accompagne les dirigeants d'entreprise sur la réalisation de leurs objectifs commerciaux parce qu'on se rend compte que plus de 90% des gens créent leur entreprise autour d'un produit, d'un service, d'une passion, d'une chose qu'ils adorent faire. Ils peuvent en parler pendant des heures, mais à un moment, faut le vendre. Et pour vendre, il ne suffit pas de connaître ses produits par cœur. C'est autre chose et c'est justement ce qu'on va aborder avec le discours commercial. Moi, j'ai une expérience d'un peu plus de 20 ans dans la direction commerciale, dans plein de grandes entreprises différentes. La dernière que vous devez connaître de manière plus facile, qui s'appelle venteprivé.com, donc il y a un site internet où j'étais là. Au démarrage du site, on était 3 et je suis reparti 10 ans plus tard, on était 3000. Donc, aussi quelques connaissances sur l'organisation et la structuration d'une entreprise. Alexis ? Oui. Merci Fabrice. Moi, mon expert, effectivement, j'ai une quinzaine d'années d'expérience en direction commerciale ou business développement, dans différentes sociétés également, dans la vente de services et de produits, dans des grands groupes, dans des petites sociétés, à Paris et en province. J'ai travaillé au développement commercial, notamment d'agences de communication parisiennes, et puis ensuite j'ai bifurqué dans l'industrie en province pour vendre des produits et du service autour de ces produits en B2B et en B2C. On peut peut-être commencer par aller un peu dans le vif du sujet. À quoi sert le discours commercial ? Pourquoi est-ce qu'il est primordial ? Tout d'abord, le discours commercial va vous servir à être efficace dans vos échanges professionnels et même personnels, avec vos clients et vos prospects. Il faut qu'ils comprennent rapidement ce que vous faites, ce que vous vendez et ce qui pourrait les intéresser. Moi, j'ai l'habitude de dire qu'un enfant de 7 ans doit comprendre ce que vous faites pour que ça soit extrêmement fluide et pour que tout le monde puisse justement comprendre votre démarche et votre activité. Le discours commercial permet également d'avoir une méthode de vente harmonisée. Tous les collaborateurs doivent avoir le même discours pour savoir quoi dire lorsqu'on leur pose la question de qu'est-ce qu'ils font et qu'est-ce que fait leur entreprise. Ça donne évidemment une cohérence entre tous les collaborateurs et ça donne du sérieux à votre société. Ça favorise également l'intégration éventuelle de nouveaux collaborateurs, alors commerciaux ou autres, dans votre société. Il ne faut pas oublier que tous les membres de votre société sont des prescripteurs et donc des vendeurs potentiels. Si tout le monde a le même discours, vous aurez à proximité d'autres vendeurs que votre force de vente définie. Et puis, un discours harmonisé, un discours méthodique et cohérent, ça va créer de la confiance. Ça va créer de la confiance chez les interlocuteurs. Vous savez de quoi vous parlez, donc vous êtes crédible. Ça va donner de la crédibilité à votre démarche et ça va aussi améliorer l'image de votre entreprise. Il ne faut pas oublier, encore une fois, que le discours commercial est souvent le premier échange et le premier contact avec vos prospects. Il est extrêmement important de bien le maîtriser et donc de le travailler en amont. Le contenu de ce
de ce discours commercial et les différentes étapes à ne pas oublier. On a évidemment une présentation de votre entreprise. Ensuite, on a une découverte du client, de son besoin et des moyens qu'il peut y mettre. Les argumentaires, le traitement des objections de la part du client ou du prospect, et puis les éléments clés de la conclusion, qui est une étape essentielle dans votre discours commercial. Donc, la présentation de l'entreprise, je vais te laisser la parole, Fabrice, pour que tu puisses nous expliquer ça. Alors, la présentation de l'entreprise, elle va être différente selon le moment où on l'a fait. Je m'explique. Il y a 3 grands moments dans la rencontre avec un client. Le premier moment, c'est le moment où on va prendre rendez-vous, c'est-à-dire qu'on va présenter l'entreprise juste pour obtenir un rendez-vous. À ce moment-là, on va associer la présentation de l'entreprise, on va même appeler ça un pitch. L'idée, c'est que vous soyez convaincant et qu'on ait envie de vous voir en l'espace de 30 secondes, 1 minute, 2 minutes. C'est ce que les Américains appellent l'elevator pitch. C'est le temps de passer du premier au 3e étage dans l'ascenseur. Vous devez avoir convaincu votre interlocuteur de prendre rendez-vous avec vous. Pour ça, s'il vous plaît, arrêtez de parler de vous. Ça fait bizarre, hein. En fait, le principe, c'est quand on présente son entreprise, ça ne sert à rien de présenter ce que vous faites puisque la personne qui est en face de vous ne fait pas votre métier, donc ne va pas forcément comprendre ce que vous faites. L'important, c'est de parler de ce que vous lui apportez, quelles solutions vous allez régler, quels besoins vous allez combler. C'est ça qui est important pour lui. Donc, la présentation d'entreprise, on ne parle pas de soi, on parle de ce qu'on apporte. Ensuite, il y a un deuxième temps sur la présentation d'entreprise, c'est avant de faire une découverte client, et on va venir à la découverte tout juste après, il faut savoir, il faut que le client ou le prospect sache un peu à qui il s'adresse. Donc, il faut présenter l'entreprise. On est un peu plus large que le pitch, mais c'est encore très rapide parce que quand on est en phase de découverte, l'important, c'est que ce soit votre prospect ou votre client qui ait la parole. Donc, bien sûr, on va le rassurer en lui disant qui va lui poser des questions et à qui il va répondre et qui va l'écouter. Donc, il faut lui dire ce qu'on fait, qui on est, d'où on vient, quelle est éventuellement la taille de l'entreprise, où est-ce qu'elle est située physiquement et ce qu'elle est capable d'apporter au client. Et ensuite, passer sur la découverte. Puis, il y a une 3e phase de la présentation de l'entreprise qui est le moment où vous allez proposer vos services, le moment où vous allez faire une offre. Et là, il faut que la présentation de l'entreprise soit hyper rassurante sur vos capacités techniques à répondre aux besoins. Autrement dit, vous allez faire une présentation d'entreprise qui ne sera pas une présentation générale, mais une présentation orientée, puisqu'elle sera fonction des besoins que vous aurez découverts chez les clients. Donc, on ne fait jamais une présentation totale de tout ce qu'on fait dans une entreprise. C'est ridicule, ça ne sert à rien et ça ennuie le client. Moi, j'appelle ça… je surnomme ça le diaporama de Tonton Paul, c'est-à-dire, vous savez, le truc passionnant du Tonton Paul qu'on adore et qui est parti en vacances au Kenya, qui revient avec 2000 photos de tous les animaux de la Terre. Et vous adorez Tonton Paul, mais au bout de 10 photos sur son diaporama, et vous savez que ça va durer 3 heures, vous vous dites que c'est bon, on a beau l'adorer, il nous ennuie, quoi. Donc, parler de choses qui ne vous intéressent pas, c'est ennuyeux, même si vous aimez les gens et s'il y a une partie là-dedans qui vous intéresse. Suite à la présentation, on va partir sur la découverte du client, du besoin et de son budget. Et là, je vous laisse faire Alexis. Ouais, comme tu le disais bien, il ne faut pas vendre un catalogue. Et pour ne pas vendre un catalogue, il faut partir à la découverte de son client. Ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas, personnellement même, ses hobbies, pourquoi pas. Et puis découvrir son besoin. Son besoin, de quoi est-ce qu'il va avoir besoin et est-ce qu'on va pouvoir répondre à son besoin. Ça va être une sorte d'entonnoir qui va nous permettre de connaître l'entreprise, de connaître la manière aussi de fonctionner du client, sa mentalité. Et puis, effectivement, si on peut répondre précisément à son besoin. Ensuite, on va essayer de connaître son budget. Alors, c'est souvent un petit peu compliqué de poser cette question et de parler argent assez vite, mais on peut l'aborder de manière un peu décalée par l'absurde, c'est-à-dire que vous pouvez poser la question, est-ce que le budget est de 100 ou 10 000 ?
Et là, vous allez obligatoirement avoir une fourchette qui va s'approcher ou pas de ce que vous pouvez proposer, mais vous allez avoir un ordre d'idée assez vite. Donc, cette identification des besoins et des attentes de votre client ou de votre prospect, ils sont essentiels vraiment pour apporter une solution personnalisée et adaptée, et donc qui sera beaucoup plus performante et plus efficace. Vous allez gagner ensuite beaucoup de temps en ciblant évidemment le besoin, son budget, et puis pourquoi pas après dire oui ou non, mais vous pouvez aussi dire non en fonction de ce qu'il vous a dit, et peut-être que vous n'êtes pas la bonne entreprise qui pourrait le servir, mais en tout cas, vous allez gagner du temps aussi à travers ça. Ensuite, une fois que vous avez découvert le besoin, vous allez pouvoir faire votre offre qui doit respecter le besoin, le budget et un autre élément qui va vous permettre de construire l'argumentaire qui sont les leviers de décision de votre interlocuteur. En fait, on a tous des réflexes, des sensibilités qui font que ce qui va nous décider à travailler avec l'un ou avec l'autre sont différents en fonction de notre personnalité. Certains vont vous acheter parce que vous allez prendre leurs besoins du début à la fin et leur livrer un produit fini. Ils ne s'occupent de rien et vous vous occupez de tout. Donc, c'est le fait qu'ils soient totalement dans une situation confortable avec vous qui va les décider à travailler avec vous. Mais d'autres vont simplement vous acheter parce que c'est vous qui vous aimez bien et que c'est complètement irrationnel. Mais parce que c'est vous, ils achètent votre solution et il faut argumenter autour du fait que c'est vous qui lui proposez. Il y en a d'autres qui vont dire moi, j'achète votre service ou votre solution parce que j'ai besoin de sécurité, d'être tranquille et avoir quelque chose de garanti, d'avoir. Pour les gens qui travaillent dans le bâtiment, ça peut être je vais travailler avec quelqu'un parce qu'il est qualibat, il a quelque chose, une signature qui me permet de sécuriser mon achat. Et vous, votre argumentaire, il va falloir le faire autour des sensibilités du client pour le toucher. Ça ne sert à rien de lui parler d'argent s'il veut de la sécurité. Ça ne sert à rien de lui parler de la nouveauté ou de la modernité de votre offre. Si lui, ce qui l'intéresse, c'est que vous en occupiez et que lui, il n'ait rien à faire. Donc, il faut vraiment découvrir ça. C'est pendant la phase de découverte que vous allez découvrir les leviers de décision. Il y a quelques techniques de questionnement pour y arriver et ainsi avoir une offre qui soit percutante et des arguments qui soient touchants et percutants pour votre client. Et puis, une fois qu'on a proposé l'offre, bien sûr, qui correspond au budget du client et à ses besoins et qu'on a argumenté en fonction de sa personnalité, inévitablement, et ce sera une bonne nouvelle, on va avoir des objections. Oui, alors, c'est une bonne nouvelle si on en a effectivement des objections. Vous allez remarquer dans n'importe quel secteur qu'après une présentation de votre entreprise et après le début de votre discours commercial, si vous n'avez pas d'objection de la part de votre interlocuteur, en général, ça ira pas bien loin. C'est qu'il n'y a aucun intérêt pour votre offre. Ça, dans tous les domaines d'ailleurs. En revanche, s'il y en a, il faut pouvoir s'y préparer et pouvoir y répondre. Alors, peut-être que vous ne pourrez pas répondre à toutes les objections. À ce moment-là, vous dites, il vaut mieux dire non, je ne sais pas, je me renseigne et je reviens vers vous. Surtout, ne pas répondre n'importe quoi. Mais vous pouvez au moins essayer d'en traiter le maximum en les anticipant. C'est-à-dire que vous pouvez vous entraîner chez vous, avec vos collaborateurs, avec quelqu'un de la famille, qui ferait le client lambda et candide et qui vous poserait un certain nombre de questions. Et le mieux serait de pouvoir les noter, d'en faire comme une foire aux questions et de pouvoir anticiper toutes ces objections pour être à l'aise ensuite lorsque elles vont revenir. C'est souvent les mêmes qui reviennent, c'est souvent les mêmes questions qui vont vous être posées, les mêmes objections. Donc ça, voilà, c'est quelque chose qu'il faut absolument travailler pour être totalement, encore une fois, à l'aise et montrer votre crédibilité et la connaissance de votre métier lorsque vous faites ce traitement des objections. Et ça va vous emmener après directement sur la suite du discours commercial qui va être la dernière phase, c'est-à-dire les éléments de conclusion qui sont un élément essentiel et qui sera la dernière étape du discours commercial. Oui, alors des éléments de conclusion, ça dépend de l'étape dans laquelle on est au niveau de la méthode. Si
dans votre méthode, l'entretien, il est dans l'objectif de prendre un rendez-vous, la conclusion, ça va être la prise du rendez-vous. Si dans la méthode, l'entretien dans lequel on se situe doit se conclure par la signature du bon de commande, faut sortir le bon de commande au moment de la conclusion. Moi, je rencontre beaucoup de commerciaux qui, après avoir argumenté et répondu aux objections, repartent en argumentation. On a peur de sortir le bon de commande, mais à la fin d'une réponse à l'objection, logiquement, si on fait bien cette réponse à l'objection, il y a le bon de commande au bout. Donc, il faut le sortir et il faut le faire signer. Donc, c'est la conclusion, elle diffère en fonction du moment, de la méthode, de la situation dans laquelle on est. Mais par contre, il doit y avoir une conclusion. Il y a une chose très, très importante avec la conclusion, c'est que le commercial doit rester maître du rythme et du timing de toute relation commerciale. Autrement dit, le client qui vous dit « j'ai compris, je vous rappelle », c'est juste pas possible. Il a le droit de vous le dire, mais vous n'avez pas le droit de laisser la situation en l'état. Le rappel, c'est forcément vous qui l'avez. C'est vous qui avez le contrôle sur le timing et sur le rythme de la prise de décision et ce rythme de vente. C'est toujours vous qui savez à quel moment on va revenir et on va se recontacter, et c'est vous qui avez l'initiative de ce contact. C'est très important de garder ça. Et dans la conclusion, il y a ça. C'est-à-dire que si effectivement c'est le bon de commande, derrière, il va y avoir un retour sur comment on va prester ce qu'on a vendu. Donc, la production ou la prestation, c'est vous qui en avez le rythme et il faut l'annoncer au client. Mais s'il n'y a pas la signature du bon de commande à la fin de cet entretien, il peut y avoir une relance, il peut y avoir un nouveau contact, il peut y avoir un autre rendez-vous, mais c'est vous qui décidez du moment où vous allez reprendre contact, jamais le client. Voilà, ça c'est important sur les éléments de conclusion. C'est même pas important, c'est incontournable. Ne laissez jamais la main au prospect, sinon c'est perdu. La méthode de vente, parce qu'on a parlé du discours, mais le discours sans parler de la méthode, ça ne sert à rien. L'important, c'est que votre discours doit être adapté à votre méthode de vente. Chaque entreprise a sa méthode de vente. Quand on parle de méthode, on parle de est-ce que je vends en 1 rendez-vous, en 2 rendez-vous, en 3 rendez-vous. Bien sûr, vous avez une boutique, par exemple, il y a un client qui rentre. L'objectif, c'est de vendre un rendez-vous. Vous n'allez pas lui dire revenez demain pour que je puisse vous faire une proposition de produit. Non, il est rentré, vous lui vendez le produit tout de suite. Donc, qu'est-ce qui va se passer pour arriver à la vente d'un produit en 1 rendez-vous? Mais vous pouvez avoir une vente très complexe qui va nécessiter 3 rendez-vous ou une vente semi-complexe qui doit se faire en 2 rendez-vous parce que toute votre offre est faite en sur-mesure. Bref, la méthode de vente, elle doit s'adapter à l'entreprise, mais elle doit être respectée par tout le monde à l'intérieur de l'entreprise. Il en va de votre image. Alexis ? Oui. Donc, le discours commercial utilisé dans les échanges commerciaux, il faut adapter, comme tu l'as dit, le contenu des échanges à la méthode. Contrôler le rythme de vente, ça tu l'as bien spécifié et je suis entièrement d'accord. Dites-le à vos commerciaux, un rendez-vous, c'est lui qui doit le reprogrammer, tel jour, telle heure. La maîtrise est extrêmement importante. Alors, on a plusieurs exemples. Ensuite, on a 2 exemples à vous détailler, comme tu le disais. L'exemple 1, ça va être je prends un rendez-vous en phoning. Alors, peut-être que peu de personnes sont concernées. Il faut savoir que, on va pas revenir là-dessus, ce n'est pas le sujet, mais le phoning peut apporter quand même du business. Ça peut apporter jusqu'à 15 à 20% du business ou au moins des premiers rendez-vous, si vous vendez en plusieurs rendez-vous. Lorsque on prend un rendez-vous en phoning, il faut être très concret, très vif. Vous n'aurez pas la personne 2 fois au téléphone. Donc, la présentation succincte, un pitch sur votre entreprise, pas sur vous. Petite découverte, 3 questions clés. Est-ce que vous avez des besoins dans ce sens-là? Combien de fois par an? Comment? Et quand? Combien? Voilà, tout dépend de ce que vous vendez, évidemment. Et 3 questions bien précises. Et ensuite, très bien, vous avez ce besoin-là, nous pouvons y répondre. Prenons rendez-vous tel jour, telle heure. Ou alors, est-ce qu'on peut se rappeler à telle heure, tel jour? Mais très rythmé, très vite, pour que ensuite vous puissiez accéder au rendez-vous numéro 1 qui sera déjà, où le chemin de la signature sera déjà bien avancé. L'exemple 2,
Exemple 2, bah, on prend comme exemple une entreprise qui fait de l'offre sur mesure, c'est-à-dire qui doit adapter son offre en fonction de la situation du client. Et pour ça, la plupart du temps, les choses vont se faire en 2 rendez-vous. Donc, il y a un premier rendez-vous. L'idée, c'est de structurer ces rendez-vous pour être en contrôle total sur qu'est-ce qui se passe. Et donc, un premier rendez-vous, vous allez l'accueil. On va se dire bonjour quand même. À un moment, c'est quand même plus poli. Puis ensuite, on va annoncer qu'est-ce qui va se passer dans ce premier rendez-vous, que le prospect qui est en face de vous sache à quoi s'attendre. On va présenter l'entreprise de manière hyper rapide et succincte, presque en format pitch, mais qui peut être orienté en fonction de ce que vous savez de votre interlocuteur. Et ensuite, on va annoncer qu'on va partir en découverte. Dire, voilà, assez parlé de moi, on est là pour parler de vous, et on part en découverte du client, de son besoin et de son budget, comme on vous l'a présenté tout à l'heure dans les aspects du discours commercial. L'important dans ce premier rendez-vous, c'est que si vous dépassez 20 à 25% du temps de parole, vous avez perdu. C'est le client qui doit avoir la parole parce que vous êtes une éponge, vous êtes en écoute active, vous êtes en train de faire une vraie découverte client et découvrir tout ce qui va vous permettre de faire une offre qui sera acceptable, adaptée et qui va aussi prendre en compte les leviers de décision du client. Et puis, en fin de ce rendez-vous, vous allez reformuler l'offre pour être sûr que vous avez bien tout compris et démontrer à votre client que vous l'avez bien écouté. Et bien sûr, la fin, on va prendre le deuxième rendez-vous, puisqu'il faut un deuxième rendez-vous à cette découverte. Et puis, en deuxième rendez-vous, on va redire bonjour, on va réannoncer le programme, on va reformuler ce qu'on a découvert au premier rendez-vous pour être sûr qu'il n'y ait rien de changé entre le premier et le deuxième rendez-vous. On va présenter l'entreprise de manière un peu plus large, mais ciblée par rapport à ce qu'on a découvert au premier rendez-vous. Ça ne sert à rien de lui parler d'une offre que vous pouvez faire si ça ne répond pas aux besoins que le client a. Et puis, vous allez présenter votre offre, présenter l'ensemble de l'offre en disant de quelle manière vous allez la structurer et finir par le prix. Il n'y a pas que le prix dans l'offre. Ce n'est pas le prix qui répond aux besoins, c'est le reste de l'offre. Donc, le prix n'est qu'un élément de l'offre. Vous allez argumenter en fonction des leviers de décision, comme on l'avait expliqué auparavant. Traiter les objections, c'est le meilleur moment. Moi, j'appelle ça l'autoroute de la signature. C'est quand on n'a pas d'objection que les choses ne vont pas bien. Quand il y a des objections, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et puis conclure. Alors, la conclusion, c'est soit effectivement, on repart avec la commande. Ça arrive, majoritairement même. Quand on arrive à faire une affaire, elle se fait à la fin du deuxième rendez-vous. Mais ça peut être aussi de prévoir une date de relance, sachant que c'est vous qui allez avoir la relance. Un petit mot au sujet des relances, parce que moi, il y a une statistique qui m'amuse beaucoup. 80% des signatures de business se font après la 6e relance. 80% des commerciaux s'arrêtent après la 3e relance. Autrement dit, il y a à peu près 3 à 4% des commerciaux qui font fortune. Il faut dépasser la 5e et la 6e relance si vous voulez tirer toute la quintessence de vos offres et aller au maximum du potentiel de résultat de vos offres. Quelques clés de succès? Oui. Alors d'abord, les clés du succès pour avoir un bon discours commercial, il faut le travailler. Ça se travaille. Et ensuite, une fois que c'est travaillé, il faut que vous puissiez l'écrire. Une fois qu'il est écrit, ça veut dire qu'il est disponible et il faut le faire circuler à l'intérieur de votre entreprise. Il faut qu'il soit partagé par tous les collaborateurs. Tout le monde doit être aligné sur la méthode de vente que vous avez décrite sur ce papier pour avoir évidemment une efficacité commerciale optimale et puis une image cohérente de votre entreprise. Donc, c'est vraiment important que tout le monde ait le même discours, travaillé, cohérent, puisque le business se fait, et ça tu le répètes très bien Fabrice, le business se fait partout et par tous. On est tous des prescripteurs de quelqu'un à partir du moment où on a compris son discours commercial. Il faut qu'on puisse comprendre rapidement et simplement
ce que l'on nous raconte. Ensuite, on pourra raconter l'histoire à quelqu'un d'autre qui la racontera à quelqu'un d'autre encore. Donc, le discours doit être fluide, il doit être simple et il doit être aussi adapté à vos cibles, évidemment, hein, puisque tout le monde n'a pas les mêmes besoins, mais ça vous l'aurez identifié lors de l'étude des besoins. Et puis après, évidemment, il ne faut pas hésiter à le faire évoluer, ce discours, en fonction des changements de marché, en changement de l'évolution de vos produits ou de votre offre, de vos services, bien sûr, et puis en fonction de la demande des clients qui peut évoluer, surtout en ce moment. Voilà, donc les clés, c'est vraiment travailler votre discours, travailler vos objections, c'est extrêmement important. Vous ne pouvez pas avoir réponse à tout, mais à 90% oui. Et à ce moment-là, votre discours sera fluide et vous serez bien armé et surtout très à l'aise lorsque vous allez aller voir des prospects et des clients. Je rajouterai un petit truc. Un discours commercial, c'est construit par les commerciaux, par la direction, avec une stratégie commerciale, mais ça doit être connu par l'ensemble de l'entreprise, parce que tous les membres de l'entreprise peuvent être mis en relation avec les clients et à un moment, ils doivent avoir la connaissance de ce qui est votre discours commercial. Il en va de l'image de l'entreprise. Si chacun vend à sa manière, ce n'est pas possible. Il en va de votre image, du succès de l'entreprise à l'extérieur et de l'unité qu'il peut y avoir à l'intérieur. Il faut que tout le monde parle le même langage. Donc, quand on a décidé de quel est notre discours, quelle est notre méthode de vente, c'est aussi valable pour la tarification, elle va rentrer là-dedans et tout ça. Une fois qu'on a décidé ça, tout le monde doit le connaître. Donc, il y a un vrai partage de ce book de discours commercial qui doit être mis à l'ensemble de l'entreprise. On en a fini avec ces bases du discours commercial, mais maintenant, on serait très heureux de pouvoir répondre à vos questions et savoir ce que d'abord vous avez pensé de cette brève présentation, et puis si vous avez des questions particulières que vous pourriez nous poser à propos de ce discours commercial. S'il n'y a pas d'objection, c'est que c'est pas bon. Hein. Enfin, ouais, ce serait bien qu'il y ait des gens qui aient des choses à dire. Bonjour, je suis arrivée un peu en retard, je suis désolée. Pas de problème. Non, moi j'avais une question sur les 6 relances dont vous parliez, parce que ça me paraît énorme et ça me fatigue d'avance. Quand vous parlez de relance, c'est forcément des relances, c'est mail, téléphone, toquer à la porte, comment… Toute forme de relance. La relance, en fait, c'est ce que vous faites quand vous n'avez pas signé au moment où vous avez présenté l'offre. C'est-à-dire que vous avez présenté l'offre, le client a dit je réfléchis. Comme ce n'est pas lui qui va vous rappeler, c'est vous qui allez le recontacter. Toutes les méthodes de contact pour relancer sont bonnes. Mais tant que vous n'avez pas une décision définitive du client, il ne faut pas arrêter la relance. Okay, donc, quitte à avoir l'air un peu lourd, mais tant qu'on n'a pas eu un nom ferme, on continue, quoi. On ne sera jamais lourd. À partir du moment où vous savez que votre produit répond à un besoin du client et que le client n'a pas rempli ce besoin en achetant ailleurs que chez vous, parce que c'est possible. S'il vous dit c'est bon, j'ai traité avec quelqu'un d'autre, ok, il a rempli son besoin, fin de la relance. Mais tant qu'il n'a pas rempli son besoin, il faut y aller. Il faut y aller. Il ne faut pas perdre la main, il faut continuer à aller le chercher. Parce que s'il a éprouvé un besoin, c'est qu'il a besoin de vous. Donc, vous lui rendez service à le relancer. Hein. Il ne vous en voudra jamais. Ok. Non, mais le chiffre est intéressant à retenir. En tout cas. Ouais, mais c'est une statistique qui m'amuse beaucoup, mais qui est tellement réelle. Ouais, c'est intéressant. Mais moi, j'ai plein d'exemples comme ça de prospection que je faisais où la personne me disait « Rappelez-moi dans un mois, j'aurai peut-être quelque chose. Rappelez-moi dans un mois. » Ça a duré 2 ans. Et au bout de 2 ans, elle a dit « Ça y est, j'ai quelque chose. » Et c'était une des plus grosses affaires que j'ai jamais conclues dans cette société. Donc, il ne faut vraiment pas lâcher le morceau jusqu'à ce que il ne vous embêtera pas. Si vraiment il n'a aucun besoin, il va vous le dire, ou alors il va plus vous répondre. Oui, la relance, elle n'est pas valable seulement sur une offre, elle peut être valable aussi sur une prise de rendez-vous. Quelqu'un où votre discours commercial, l'objectif, c'est de prendre un rendez-vous, il n'y a pas une signature au bout, mais c'est
tant que la personne, vous n'avez pas accepté le rendez-vous, vous avez le droit de le relancer, à moins que vraiment ils vous disent mais j'aurais jamais besoin de vous, j'ai déjà quelqu'un qui fait le même métier que vous et qui remplit mes besoins dans ce domaine, donc j'ai pas besoin de vous rencontrer. Ok, à ce moment-là, il ne faut pas le rayer complètement, mais il faut peut-être le rappeler une ou deux fois dans l'année, ça va suffire. Mais quelqu'un qui vous dit j'ai pas le temps, il faut prendre noter le moment où lui va accepter que vous le recontactiez dans le but de prendre un rendez-vous. Il faut se mettre d'accord sur la date de l'interaction suivante. Il ne faut jamais lâcher le morceau. Jamais, jamais, jamais. Si vous lâchez, c'est vous qui ne ferez pas la vente. Hein. Votre client, il s'en moque. Hein. Si. Je vous en prie. Il y a d'autres questions? Allez. Ouais. Ouais. Attends, c'est parce que je pense que tu as deux trucs ouverts, non? Moi, je viens d'ouvrir. Oula. Vas-y, Aude. On m'entend? Ah non, c'est pas vrai. Bon, on t'écoute, Aude. Tant pis si ça résonne. Oui, j'avais deux choses ouvertes. Ah, c'est horrible. Bon, mets-nous ta question sur la conversation. Je crois que c'est bon, j'ai fermé l'autre côté. On Voilà, m'entend? c'est bon, Ouais. c'est bon. Parfait. Alors, moi, j'avais une petite question. Oui, c'est vrai que j'avais la même remarque sur les relances. Après, alors, oui, je suis d'accord et non, je suis pas d'accord. Parce que, en fait, si on se met aussi à la place, quand nous, en fait, on se fait interpeller par un commercial et qui nous harcèle, je veux dire, des fois, c'est pareil. En fait, on n'arrive jamais, enfin, on répond comme quoi on n'est pas disponible, mais on nous relance. Et au bout d'un moment, faut dire ce qui est, voilà, ça nous pollue plus qu'autre chose aussi et on ne va pas forcément faire affaire. Ouais. Tout dépend comment c'est fait aussi. Alors, effectivement, tout dépend de la méthode, mais tout dépend s'il y a un besoin ou pas. C'est ça, c'est vrai. Ce qui est odieux, c'est quand on vous relance pour essayer de vous vendre quelque chose dont vous n'avez pas besoin. Oui, Ça, ouais. c'est horrible. Oui, et que la personne en face, elle comprend, elle n'entend pas justement qu'il n'y a pas de besoin. Ah ben ça, il n'y a que les plateformes de téléprospection qui font ça. Ouais. Un commercial, il ne va pas vous harceler s'il n'avait pas identifié que vous avez besoin de lui. Ça ne sert à rien. Tout le monde n'est pas votre client, il ne faut pas rêver. Hein. Il n'y a que les gens qui ont besoin de vous qui peuvent être un jour votre client. Les autres, ce n'est pas la peine. Hein. Ouais. Concernant l'approche pour le budget du client, alors souvent, c'est le client qui demande quel va être le budget de la prestation. Et voilà, ça se passe plus dans ce sens que dans l'autre. Tu veux répondre, Alexis? Oui, mais après, ça dépend effectivement de ce que vous avez et de ce que vous vendez. Encore une fois, le prix que vous allez proposer n'est qu'un élément de l'offre. Oui. Ça doit pas être déterminant. Ça doit venir presque en dernier. Si votre discours commercial est bien amené, si vous avez les bons arguments pour prouver que son besoin, vous allez y répondre et vous allez y répondre de manière claire, rapide, précise, le prix viendra en dernier. Donc, vous pouvez à la fin effectivement lui répondre, ou alors vous pouvez simplement lui dire parlons-en, voyons-nous, pour avoir une rencontre physique. C'est aussi ça l'argumentaire que vous pouvez mettre en place. Mais ça ne sera pas déterminant. Et puis, s'il vous le demande, à un moment donné, il faut le dire effectivement, parce que si ça se trouve, vous n'êtes absolument pas dans son ordre de budget et tout le monde va perdre son temps. Donc, exactement. Mais ça n'est qu'un élément, encore une fois, ce n'est pas déterminant pour moi. Mais perdez pas votre temps. Si vous le demandez, s'il n'y a que ça qui l'intéresse, c'est qu'en général,
C'est que le il n'a prix. pas de vrai besoin et ça ne sera pas un bon client. Oui, tout à fait. Après, Alexis disait tout à l'heure qu'on peut toujours obtenir le budget par l'absurde. C'est une méthode qui fonctionne assez bien. C'est-à-dire que vous vendez un produit, vous savez que votre offre, elle vaut 1000 euros. Et vous demandez à votre client, mais combien vous êtes prêt à mettre dans ma proposition? La plupart du temps, le client va vous répondre, je ne sais pas. À vous, dites-moi votre prix. Et à ce moment-là, partez dans l'absurde, dire, OK, ben, par rapport à votre besoin, si je vous dis qu'il y en a pour 100 000 euros, ça vous va? Et là, vous allez voir la réaction. Dire, ah ben non, c'est pas possible, 100 000 euros, vous vous rendez pas compte. D'accord. Donc, c'est quoi votre budget? 50 000? Mais non, 50 000, c'est beaucoup trop cher. 10 000? 5 000? À un moment, quand vous allez approcher ce qu'il pense être la valeur de votre offre, vous allez voir qu'il va s'assagir et qu'il va dire, ouais, c'est ça, dans ces eaux-là. Et c'est une façon de valider le budget. Si il accepte oui, c'est ça, dans ces eaux-là, à 300 euros, alors que vous savez que vous ne pourrez pas faire d'offre en dessous de 1000 euros, laissez tomber, ne faites pas d'offre. Ça ne sert à rien. Mais Alors justement, une très haut d'un question au truc point de vue budget. inacceptable et descendez jusqu'à ce que vous sentiez qu'en face, il dit oui, ok, à ce prix-là, je veux bien. Et après, à vous de voir si vous êtes capable de répondre à ce prix-là ou pas. Justement, Fabrice et Alexis, quelle est on va dire, la remise commerciale acceptable sans faire vendeur de tapis qu'on peut pratiquer en fait? On a convenu d'un budget et puis il nous demande encore une rallonge, un geste, quelque chose. C'est quoi la pratique? C'est 5-10% maximum? C'est quoi? Alors, j'ai bien aimé ce que tu viens de dire en disant un geste, pas une remise. Essayer de rentrer dans son budget, on va dire, la plupart du temps. Alors, il faut rentrer dans son budget, ça c'est sûr. Comment dire, en gardant la même offre et à considérer que toutes les lignes, on les garde. Ouais. On n'est pas loin du budget, si tu veux. Oui. Eh ben, il vaut mieux faire un cadeau que de faire une remise. Ouais, mais un cadeau n'a pas de valeur. Ah, si. Si tu ne le mentionnes pas, c'est… Non, mais un cadeau qui soit dans votre offre. Ou un cadeau qui soit quelque chose que lui n'a pas identifié dans ses besoins, mais que vous avez dans votre entreprise. Et vous allez lui dire, bah ça, tu m'avais dit que tu n'en voulais pas, mais moi, je pense que ça va t'être utile, je te le donne. Ça vaut tant, je te le donne. Mais ne jamais… Enfin, moi, je pars de ça. Hein, c'est un truc que j'essaye de mettre en place chez mes clients. Ne pas faire de remise sur le produit parce que sinon, vous dégradez votre offre. Vous dégradez la valeur de votre offre. Il vaut mieux, vous êtes vendeur de fenêtres, c'est bien, je crois qu'il n'y a personne qui vend des fenêtres. Vous êtes vendeur de fenêtres, vous avez des fenêtres qui valent 1000 euros, votre client il a besoin de 10 fenêtres, ça vaut 10 000 euros, il vous demande une remise. Non, filez-lui la 10e fenêtre. Dites-lui, je ne vous fais pas 10% de remise, par contre, la valeur de la fenêtre c'est 1000 euros, je vous offre la 10e, ça va coûter 9000. C'est comme si vous aviez fait 10%, non. Parce que la valeur de votre fenêtre, elle reste à 1000 euros. Vous n'avez pas dégradé la valeur de votre offre. Vous avez fait un cadeau. Offrez du service autour, offrez quelque chose en plus. Effectivement, baissez pas votre prix, mais offrez sur ton exemple, offrir une pause, offrir quelque chose, mais baissez pas votre prix. Après, ça va dépendre effectivement de votre niveau de marge. Mais ça, c'est des calculs plus techniques et de si c'est un nouveau client, si c'est un client fidèle ou pas, et puis ça va dépendre du secteur aussi. Il y a des secteurs où les pratiques sont de faire des ristournes commerciales à 70%. Moi, j'en ai vu dans l'industrie. Et c'est une échelle de valeur qui n'a plus de sens. Donc, voilà. En revanche, dans les services aux entreprises, l'apport de services en plus d'une offre qui a été écrite et chiffrée, c'est hyper important. Et Sophie, il y a un autre truc. Excuse-moi, Alexis. Il y a un autre truc, c'est quand le client vient à parler de son prix, c'est qu'il a validé tout le reste. C'est-à-dire qu'il est d'accord avec ton offre. Ton offre, il l'a déjà achetée. Maintenant, il ne faut pas prendre le client pour un pigeon. C'est-à-dire que quand il n'a pas d'objection, la seule objection qui va te glisser, la peau de banane qu'il va t'envoyer, c'est le prix parce que tout le reste, il est d'accord. Donc, il va te glisser une peau de banane sur le prix parce que il va quand même jouer son rôle d'acheteur à la limite.
moi, en rôle d'acheteur, je ne vais pas te dire oui sans te balancer une peau de banane dans ton offre. Donc, il te lance ça sur le prix parce que c'est le seul truc. Tout le reste lui va. Donc, il va te parler du prix en disant si en balançant, en glissant une petite objection sur le prix, j'arrive à avoir une réduction de 3, 4, 5, 10%, eh ben, je serais content de l'avoir fait. Mais en fait, il a déjà acheté. Hein. Le prix, ce n'est pas le problème. Il joue juste son rôle d'acheteur. Mais tu n'es pas obligé de. Ce n'est pas parce que toi, tu seras dur sur le prix en disant non, je ne négocie pas, non, je ne fais rien, je ne vous réduis pas le prix. Par contre, je peux vous offrir quelque chose en plus pour l'aider à prendre la décision. Ce n'est pas pour ça qu'il va partir en disant si vous ne faites pas de réduction, je m'en vais. C'est vous qui le croyez, ça, que si vous ne faites pas de réduction, il va partir. Mais la réalité, c'est qu'il a déjà acheté. Dans sa tête, il est déjà client. Ok. Est-ce qu'on a d'autres questions? Non, c'est bon? Ça n'a pas l'air. Ça n'a pas l'air? Eh bien, écoutez, si on n'a pas d'autres questions, Enfin. je vous remercie beaucoup. Ouais, attends, je n'avais pas mon micro et je croyais qu'on m'entendait. Ah, vas-y. Excuse-moi. Comment on détermine le client nouveauté, le client, enfin, les typologies dont tu as parlé tout à l'heure? Ça se reconnaît par des interrogations précises. Il y a des questions clés. Alexis, le fameux Alors, son j'ai pas compris la référence à ce que tu avais dit. Son casse, c'est son casse dont tu viens de parler. Ouais. Et c'est effectivement ce que j'évoquais. Comment on détermine la catégorie du client autrement qu'au feeling? Est-ce qu'il y a des questions précises qui permettent de dire celui-là c'est un client qui veut se mettre en avant, ou c'est un client qui veut avoir des produits nouveaux ou des choses comme ça? Ça va être justement en écoutant ses besoins et en écoutant ce qu'il va vous raconter. C'est en l'écoutant, c'est pas vous en parlant, c'est en l'écoutant. Vous allez tout de suite voir s'il est intéressé que par le prix, c'est-à-dire qu'il peut aller très vite à la concurrence, si son activité est fiable, de comment il en parle, les questions qu'il va vous poser, les objections qu'il va soumettre. Voilà, c'est l'intérêt qu'il va montrer à votre discours commercial qui va vite déterminer, ça se sent. C'est au feeling, quoi. C'est pas au feeling. Si quelqu'un vous dit très bien, vous savez, quand vous racontez votre vie à quelqu'un et qu'il ne vous pose aucune question, ça veut dire qu'il s'en fout. Donc, il n'est pas très intéressé. C'est la même chose avec le discours commercial. Quand vous allez raconter quelque chose à quelqu'un, si vraiment il est intéressé, il va vraiment vous poser des questions. Après, ça peut être un client. Après, c'est à vous d'aller en discussion et à vous de créer du lien avec ce client pour le connaître encore mieux et encore plus. Plus vous allez découvrir et connaître ce client, plus vous allez en savoir et plus vous allez pouvoir savoir qu'il adore le foot. Et donc, peut-être l'inviter à un match de foot pour s'en faire peut-être plus un copain et puis après avoir une fidélité assurée derrière. C'est à vous de créer du lien avec les clients constamment et pour en connaître le maximum sur lui, professionnellement et même personnellement. Moi, ce que je t'engage à faire, Jean-Claude, c'est fais-toi confiance sur ça. Programme des rendez-vous qui sont des rendez-vous de découverte où tu ne parles pas de toi, tu ne fais que poser des questions. Pose des questions à ton client, écoute les réponses. Et à la sortie du rendez-vous, écris le fameux son cas et les critères du son cas et pose-toi la question, alors lui, il est où? C'est quoi son levier de décision? Je t'assure que si tu l'as bien écouté, c'est comme le nez au milieu de la figure. Tu sais à quoi il est sensible. Et ça veut dire qu'il faut l'avoir bien écouté et avoir juste posé des questions et ne pas être parti en j'argumente mon offre, j'argumente ma position, je raconte ce que je fais, parce que ça, au départ, on s'en moque. C'est pas le but. Le but, c'est de connaître les besoins de ton client, c'est pas de développer toi ce que tu sais faire. Ok, merci. D'autres questions? C'est bon? Eh ben, je vous remercie beaucoup tous pour votre présence. On a enregistré ce webinaire, donc il sera disponible sur YouTube dans quelques heures.
ou en début de semaine. Merci à tous d'être venus. J'espère que ça vous a intéressé, que vous avez appris le début de la construction d'un discours commercial. Après, Alexis et moi, on est à votre disposition pour construire ça de manière plus complète dès que vous le souhaiterez. Et pour le mettre en pratique derrière. Et mettre en pratique derrière, modifier, faire évoluer. À votre disposition pour ça. Et à très bientôt. Il y a plein de têtes que je connais, donc on va se retrouver très vite. On va se revoir rapidement. Ouais. À bientôt. Merci à tous. Merci à vous deux. Merci, à bientôt. Au revoir. Au revoir.